Donc c'est un webinaire, c'est pas un webinaire technique. Voilà, donc c'est un webinaire pour préparer un petit peu la phase 2 du NIPIN, puisqu'il y a eu un cadre commun de résultats qui a été validé par les différents partenaires. Donc on va faire le webinaire là-dessus. Donc là, c'est les règles classiques d'éteindre les microphones et caméras, utiliser le chatbox pour présenter vos questions. Et puis aussi, si vous pouvez, dans la chatbox, vous présenter. Parce qu'on a vos connexions, mais on ne sait pas combien il y a de personnes ni qui est derrière la connexion. Donc, si dans la chatbox, vous pouvez dire qui vous êtes et qui est derrière chaque connexion, ça nous aidera après pour nous séparer en groupes. Donc, on va avoir 2 groupes de discussion. Donc, on va se séparer en 2 groupes pendant 20 minutes, 2 fois au cours de ce webinaire. Donc, il y aura les traductions, etc., qui seront possibles. Et ça va se faire automatiquement. Mais il faut bien que vous précisiez votre nom et votre pays NIPIN. Faites-le maintenant dans la boîte de discussion pour que l'on sache qui est derrière chaque connexion et quel pays vous représentez. Donc voilà, les objectifs de ce webinaire, donc c'est de présenter le nouveau cadre commun de résultats pour la phase 2, donc qui a été validé par les différents partenaires, donc par CATIE, UNICEF et GIZ. Donc on va présenter ce nouveau cadre et expliciter un petit peu quelles sont les différentes sphères d'attribution de la plateforme, donc entre le niveau global, les différents partenaires et puis au niveau des pays, qui est responsable de quoi dans ce cadre logique. Dans ce cadre de résultats et comprendre un petit peu les implications du nouveau cadre au niveau national. Et en fait, on fait ce webinaire aussi pour vous. Dans chacun de vos pays, vous allez préparer la phase 2, négocier pour le nouveau projet. Et donc, c'est de vous donner les informations, qu'on soit tous au même niveau d'information, qu'on puisse un petit peu partager nos expériences et qu'on puisse préparer ensemble cette phase 2 de la façon la plus solide possible. Donc, on va faire révision du cadre logique, voir la phase 1 et la phase 2, voir les sphères d'attribution, regarder les indicateurs de résultats. On va avoir une petite discussion et synthèse et remarques finales. Mais avant qu'on commence et que je donne la parole à Perrine, donc la phase 2, on va accueillir un nouveau pays, le Mali, qui était dans les starting blocks depuis un moment pour faire partie du réseau des plateformes. Et on est très heureux d'accueillir le Mali, donc qu'on a voulu accueillir pour ce webinaire, puisque on parle déjà de la phase 2, et on va laisser la parole à Perrine pour présenter le cadre logique. Merci. Merci, donc bienvenue à tous. Donc on va commencer à cette présentation sur le nouveau cadre logique commun des résultats pour la phase 2. Et avant de commencer cette présentation, on voulait revenir un peu, aussi pour qu'il y ait une compréhension à la fois pour les anciennes équipes, mais aussi pour les nouveaux acteurs du Mali, d'où on vient et où on va. Donc, petit rappel sur le cadre logique qui a été utilisé lors de la phase 1 et qui, comme vous le savez, est fait commun à l'ensemble des 9 pays qui ont mis en œuvre le projet. Donc, comme vous le savez, en fait, l'ensemble des 9 plateformes avait pour objectif général de contribuer à la réduction mondiale du retard de croissance en lien avec les objectifs de l'Assemblée mondiale de la santé en 2025. Et il y avait un objectif spécifique qui était le renforcement des capacités pour évaluer les progrès vers la réduction de la dénutrition et mettre en œuvre les politiques plus efficaces fondées sur des preuves. Il y avait un deuxième volet qui était celui de l'assistance technique qui permettait d'appuyer le dialogue et la coordination globale sur l'information nutritionnelle et qui était représenté par la cellule d'appui global ou JSF à l'époque. Donc, il y avait 3 résultats pays
et un résultat au niveau global qui avait été défini dans la phase 1 pour permettre d'atteindre les 2 objectifs spécifiques que je viens de mentionner. Et il correspondait bien sûr au démarrage d'une initiative. Donc le premier résultat pays était de créer les capacités au sein des institutions nationales pour établir et maintenir la plateforme. Le deuxième, c'était de renforcer la capacité d'évaluation afin de suivre la réalisation des objectifs nationaux en termes de prévention de la dénutrition et aussi permettre le suivi des investissements en matière de nutrition. Et le troisième, c'était renforcer la capacité du personnel gouvernemental, des institutions qui mettaient en œuvre pour pouvoir mieux utiliser les preuves et les données probantes pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, des programmes et aussi des investissements liés à la nutrition. Donc ça, c'était pour les résultats qui étaient directement attendus de la mise en œuvre des plateformes dans les 9 pays. Il y avait, comme vous le savez, un 4e résultat qui était, lui, indépendant de la responsabilité des pays, mais dépendant de la cellule d'appui au niveau global. Et ce résultat visait à permettre la coordination de l'initiative, l'organisation d'un groupe consultatif d'experts et aussi la collaboration avec les autres initiatives au niveau global qui avaient également un lien avec la gestion et la production de données et évidences pour permettre améliorer la prise de décision en termes de nutrition et notamment la collaboration avec le SUN, le GNR, Global Nutrition Report, et TEAM, qui est une initiative de l'OMS et de l'UNICEF. Comme vous le savez, il y avait un très fort focus à travers ces résultats sur le renforcement des capacités et évidemment mettre en place la plateforme à la fois en termes de setup institutionnel, mais aussi en termes d'activité, de capacité et de compétences. Comme vous le savez aussi, cette mise en œuvre, elle s'est faite à travers l'établissement de contrats qui étaient véhiculés par les délégations. Enfin, c'était un financement de l'Union européenne avec un cofinancement de la coopération britannique et de la fondation Bill et Melinda Gates. Et les contrats étaient véhiculés, disons, ou l'appui était véhiculé sous la forme de contrats qui étaient engagés au niveau pays entre la délégation de l'Union européenne et différentes institutions nationales et ou partenaires nationaux au niveau pays. Donc, il y avait une certaine, disons, homogénéité en termes de contrats, malgré la diversité contextuelle, disons. Et chaque institution nationale ou partenaire de mise en œuvre était contractée par l'Union européenne. Donc ça, c'était pour la première phase. Et dans la deuxième phase, donc, qui va commencer à partir de 2022, avec bien sûr des dates, ça va s'échelonner différemment selon les pays et selon la date de clôture du précédent projet, disons. Mais comme vous le savez, ce qui est envisagé pour la deuxième phase de mise en œuvre, en termes de la façon dont les financements seront véhiculés, c'est un schéma un peu différent de ce qui avait été fait dans la première phase. L'appui global reste. Le groupe d'experts au niveau global reste aussi. Les financements sont toujours principalement de l'Union européenne, mais avec un cofinancement de la coopération allemande sur cette deuxième phase. Et la proposition sur cette deuxième phase, le choix des bailleurs, ça a été donc d'avoir 3 partenaires de mise en œuvre. Donc, pour le Guatemala, on reste avec Cattier qui met en œuvre directement avec la délégation de l'Union européenne. Et pour les autres pays, les fonds passent à travers des contrats qui sont gérés par l'UNICEF dans 5 pays, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Kenya et le Laos. Et dans 3 autres pays, ces fonds sont gérés par la GIZ, donc même partenaire de gestion que la cellule d'appui global, donc notre équipe.
Et ça concerne le Niger et l'Éthiopie et le Mali qui devient un nouveau pays qui rallie l'initiative. Et évidemment, le Mali est en phase de démarrage et donc beaucoup plus aligné avec les résultats précédents qu'avec les résultats actuels. Il y aura peut-être des discussions parallèles pour voir comment le cadre logique qui est présenté ici est adapté dans les circonstances particulières du Mali qui, lui, démarre l'initiative. Donc, cette proposition de mise en œuvre sur la phase 2 va entraîner, bien sûr, des changements en termes de partenariat, en termes de modalités opératoires et de mise en œuvre, en termes de dynamique de pouvoir et de relations. Ça entraîne aussi certaines modifications en termes de suivi, évaluation du projet et de rapportage aux partenaires qui gèrent les financements. Donc, comme je l'ai dit, ça va entraîner forcément des changements dans la mise en œuvre et dans les partenariats. Cela dit, l'ambition, même si la mise en œuvre et les modalités vont être différentes, l'ambition des bailleurs, donc Union européenne et coopération allemande, reste identique à celle qu'elle était dans la première phase de l'initiative, à savoir, il y a une très très forte volonté de maintenir l'initiative comme une initiative unique et commune. Et donc l'ensemble des 9 pays, enfin ce sera 10 pays avec le Mali, tous convergent vers des résultats communs, vers une vision commune, adoptent des principes opératoires et une approche commune comme c'était dans la phase 1 et contribuent à tirer des leçons et une expérience qui puisse aider à la mise en œuvre d'un pays à l'autre, mais aussi être d'intérêt pour d'autres pays qui n'ont pas forcément de plateforme dans le cadre du SUN notamment. Donc ça, c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit, même si donc les modalités changent. Et du fait de cette ambition qui est maintenue de la part des bailleurs, d'avoir les partenaires de mise en œuvre qui donc tous les trois s'alignent pour assurer que ce soit effectivement une initiative commune et unique. Donc pour démarrer ce travail, l'Union européenne a chargé les partenaires de mise en œuvre de travailler et de développer un cadre commun des résultats qui puisse permettre de contractualiser les fonds et qui soit utilisé par l'ensemble des pays et qui permettent d'harmoniser du coup l'ensemble des projets dont il est attendu qu'ils atteignent les mêmes résultats. Donc ce processus d'élaboration du cadre commun a été initié en fin d'année passée. Il a été renforcé, disons, et s'est accéléré de mars à juin. Il comprenait UNICEF, les partenaires de l'UNICEF au niveau de Bruxelles et au niveau des bureaux régionaux essentiellement, donc essentiellement région Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. Il comprenait les collègues responsables de la mise en œuvre pour la GIZ, les collègues de Cattier et l'équipe d'appui global qui a contribué et notamment alimenté en partageant les leçons apprises de la première phase. Donc ce travail a abouti à la proposition, enfin plusieurs propositions, mais une proposition qui a été finalisée et validée en juin. Celle-ci a été soumise à l'Union européenne qui l'a validée et donc il est attendu que cette proposition, et c'est celle qui est présentée ici, serve de base à l'ensemble des contrats des partenaires de mise en œuvre et donc serve de base pour l'élaboration et la conception donc des activités et du paquet d'interventions et d'activités au niveau pays. Donc forcément pour vous, c'est la base du cadre de travail et on espère que la présentation d'aujourd'hui puisse permettre
à l'ensemble des équipes de justement commencer à réfléchir à ce paquet d'activités et les moyens par lesquels ces résultats peuvent être atteints. Donc voilà, on sait qu'il y a eu aussi peut-être pour l'ensemble d'entre vous, peut-être ce cadre commun est nouveau, mais peut-être il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'occasion de le voir, puisqu'il y a déjà eu des processus de consultation gérés par chaque partenaire de mise en œuvre. Donc, il est possible qu'il y ait déjà un certain niveau d'information sur ce qui est présenté ici de la part de vos équipes. Et du coup, s'il y a déjà eu des éléments de réflexion sur ce qui est présenté ici, ça sera bien peut-être de pouvoir le partager quand on aura les discussions de groupe un peu plus tard avec les autres collègues. Donc, je disais que ce qui est présenté ici donc, a été validé, sert de cadre commun et de base pour l'élaboration des paquets nationaux d'activités de la phase 1 et donc a priori n'est pas susceptible d'être revisité ou de bouger, mais au contraire servira pour les consultations qui devraient avoir lieu entre maintenant et la fin de l'année menées par les partenaires de mise en œuvre. Du coup, cette slide représente en fait l'ensemble du cadre logique des résultats. Et peut-être ici, en fait, ce sur quoi je voudrais m'appesantir, c'est juste pointer qu'en fait, sur le nouveau cadre logique de la phase 2, donc sur ce nouveau cadre logique, en fait, ce qui est important sur cette diapositive, c'est de bien voir qu'il y a deux différentes sphères d'influence dans le cadre logique qui est proposé. Il y a une sphère d'influence qui ici est soulignée en rouge, en fait, qui est dans le carré rouge et dans lequel on va rentrer en détail et regarder chaque élément, qui est la sphère d'influence directe des plateformes. Donc la sphère d'influence et d'attribution qui correspond directement à la mise en œuvre des plateformes et du projet dans vos pays respectifs. Au-dessus, la sphère qui est au-dessus, donc avec l'objectif général et les différents indicateurs qui y sont reliés, n'est pas la sphère d'attribution directe pour vous et pour les projets au niveau pays, mais c'est la sphère d'attribution indirecte puisque en fait les financements sont véhiculés à travers un outil de programmation qui est sur en français, les systèmes agroalimentaires soutenables, pérennes. Et donc, ce cadre programmatique prévoit à la fois des financements pour le NIPEN, mais aussi pour un ensemble d'autres projets. Et c'est donc l'ensemble de ces financements qui contribuent à l'objectif général attendu par l'Union européenne, qui est d'améliorer la nutrition maternelle infantile en lien avec les engagements et les priorités stratégiques de la Commission européenne et en lien avec les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 2 de mettre fin à toutes les formes de malnutrition d'ici à 2030. Voilà, donc ça c'est cette sphère-là, et donc au-delà, disons, NIPEN y contribue, enfin le projet des plateformes y contribue, mais elle n'est pas directement sous la responsabilité du NIPEN, et c'est juste important de le mentionner puisque c'était ce niveau d'attribution directe, indirecte des plateformes par rapport aux objectifs généraux dans la première phase n'était pas clarifié, disons. Donc ça a été clarifié dans la deuxième phase et donc ça devrait aider sur leur rapportage au niveau national. Du coup, cette slide présente spécifiquement la sphère d'influence et responsabilité des plateformes, donc l'ensemble des plateformes plus le niveau global, qui tous convergent vers un objectif spécifique qui est celui de renforcer la gouvernance nutritionnelle fondée sur les données probantes dans les pays partenaires de la plateforme. Donc c'est un objectif général, spécifique, c'est le résultat attendu et il est décliné par
2 indicateurs. Le premier étant qu'il est attendu que les 9 pays partenaires utilisent les informations et les analyses issues des processus de la plateforme pour prendre des décisions au niveau des politiques, mais aussi des programmes, des investissements dans les secteurs liés à la nutrition. Le deuxième indicateur s'intéresse qui permet de mesurer l'atteinte de l'objectif, concerne le fait que les 9 pays partenaires aient amélioré le suivi et l'analyse à la fois des intrants, des extrants, des résultats et de l'impact des interventions à la nutrition, qu'elles soient sensibles ou spécifiques, et ce à la fois au niveau national mais aussi sous-national, qui est une différence, disons, avec la première phase où les plateformes étaient focalisées et se concentraient sur le niveau national, à la fois en termes de prise de décision, d'établissement de la plateforme, mais aussi d'une certaine façon les analyses. Et donc, il y a une volonté forte qui avait déjà été discutée et qui n'est pas nouvelle, mais il y a une volonté forte. Il est attendu que dans la deuxième phase, les plateformes puissent à la fois répondre à des questions d'analyse au niveau sous-national, mais également permettre d'influencer de façon beaucoup plus systématique la prise de décision pour la nutrition à ces niveaux décentralisés. Donc ça, c'est un focus qui sera important à considérer lors de la définition et de la conception des projets, puisque fait partie de l'indicateur pour l'atteinte de l'objectif spécifique. Donc, on vient de voir ensemble l'objectif spécifique de la phase 2, les indicateurs qui s'y relient. Et maintenant, on va, disons, aller beaucoup plus en détail sur l'ensemble des résultats. Donc maintenant, on va zoomer sur l'ensemble des résultats qui permettent, qui ont été définis pour atteindre cet objectif spécifique. Donc, comme dans la phase 1, il y a trois résultats qui sont spécifiques à la mise en œuvre pays. Le premier s'intéresse au renforcement technique, le deuxième au renforcement politique et le troisième est un résultat lié au renforcement de l'appropriation. Il y a un quatrième résultat qui, lui, dépend, comme dans la première phase, du niveau global et donc de la cellule d'appui global et qui est en lien avec l'apprentissage, les leçons apprises et la capitalisation sur expérience. Peut-être une remarque sur cette slide, on le verra après dans les groupes de discussion. Dans la phase 1, il y avait, comme j'ai dit, un focus assez fort sur le renforcement des capacités et c'était visible dans la formulation des résultats. Dans la phase 2, il y a eu des discussions sur cet aspect et les résultats, le renforcement des capacités n'apparaît pas comme un résultat en tant que tel, mais ça reste une des priorités du travail des plateformes. Et donc, c'est quelque chose qui est transversal à l'ensemble des 3 résultats qui ont été définis pour les pays. Donc, même si ce n'est pas dans la formulation même des résultats, ça reste quelque chose qui fait partie de l'atteinte de ces 3 résultats. Donc, cette slide et la prochaine s'intéressent plus spécifiquement donc, à la description du premier et du deuxième résultat. Et après, dès que je les aurai présentés, on se répartira en groupe pour discuter un peu de votre retour, notamment les équipes pour lesquelles ce n'était pas nouveau cette présentation, sur à la fois ce que vous pensez de ces résultats, des indicateurs qui permettent de les mesurer, mais aussi peut-être des changements que ça engendre par rapport à la définition de vos activités pays et aussi peut-être des obstacles ou des défis que ces résultats, l'atteinte de ces résultats représente. Donc, le premier résultat, comme je disais, s'intéresse au renforcement technique et en particulier à la partie des analyses, donc tout ce qui concerne la gestion des données, la production d'analyses. Est formulé comme tel, les institutions nationales fournissent les informations et les analyses pertinentes sur la nutrition nécessaires aux décisions politiques.
il est attendu que, que ce résultat soit mesuré à l'aide de 3 indicateurs communs aux différents pays. Donc, le premier étant que l'unité nationale multisectorielle d'analyse des données produit de façon annuelle au moins un rapport contenant des recommandations politiques basées sur l'analyse des données. Le deuxième étant que les parties prenantes des différents secteurs concernés par la nutrition dans tous les pays partenaires ont complété au moins 2 cycles opérationnels complets, donc formulation, question, analyse et communication des résultats. Et enfin, le dernier, qui justement s'intéresse à renforcement des capacités, il est attendu que 180 acteurs de la nutrition, 30% de femmes, 25% de jeunes de différents secteurs aient été formés à l'analyse et à l'interprétation des données ainsi qu'à la communication et autres capacités requises pour les processus d'UNIPEN. Donc ça illustre ce que je disais précédemment sur la volonté qui est maintenue d'avoir un focus important sur le renforcement des capacités. Sur le deuxième résultat qui est formulé comme tel, qui s'intéresse au renforcement politique, donc une partie qui doit devenir beaucoup plus proéminente, disons, dans cette deuxième phase de mise en œuvre, puisque vous avez déjà fait un certain nombre mis en œuvre un certain nombre de cycles opérationnels et il y a une volonté forte de renforcer l'utilisation des résultats pour influencer la prise de décision et c'est reflété par ce résultat numéro 2 qui est formulé comme tel. Les décideurs attendent de plus en plus que les résultats des plateformes viennent en appui et soutiennent la prise de décision au niveau politique. Et c'est mesuré via 2 indicateurs. Le premier, c'est que dans l'ensemble, dans chacun des pays de la plateforme, puisse, en matière de nutrition et sécurité alimentaire, permettre de discuter les résultats et les rapports d'UNIPEN et que ces recommandations soient prises en compte lors d'un événement, au moins lors d'un événement par année. Le deuxième indicateur, c'est que le nombre de questions soumises à la plateforme par les acteurs de la nutrition de différents secteurs est augmenté de 30% par rapport aux années de référence. Donc, on a parlé des résultats 1 et 2 et on va maintenant s'intéresser plus spécifiquement au résultat 3, qui est le dernier qui concerne directement les plateformes au niveau pays, et le résultat 4, qui est un résultat qui concerne plus spécifiquement le niveau global. Donc, le résultat 3 se concentre principalement sur les questions d'appropriation et de construire en fait les conditions pour la pérennité du projet. Donc, il est formulé comme tel. Tous les pays ont renforcé leur appropriation de la plateforme. Et il est attendu de mesurer l'atteinte de ce résultat d'appropriation par les indicateurs suivants. Donc, 1, que les 9 pays de la plateforme aient élaboré un plan de pérennité, de pérennisation et de durabilité, que 70% des membres du comité consultatif multisectoriel qui est lié à la mise en œuvre de la plateforme et parfois dans la plupart de vos pays qui fait partie de la structure nationale de coordination multisectorielle pour la nutrition. Donc, que ce comité, 70% des membres de ce comité aient participé à une réunion par an. Et enfin, dernier indicateur, que les institutions nationales aient renforcé leur activité de plaidoyer et d'acquisition, c'est-à-dire d'appropriation, de sécurisation, pardon, de financement externe et interne de la plateforme. Pour certains d'entre vous, ces indicateurs seront facilement atteignables et ont déjà en partie été... vous avez déjà en partie avancé sur ces indicateurs lors de la première phase. Mais pour d'autres pays, qui n'en sont pas au même niveau de mise en œuvre, ce sera peut-être un peu plus difficile. Donc, il faut bien garder à l'esprit de nouveau que ce résultat et cet indicateur est commun et permet à l'ensemble, disons, des plateformes, quel que soit leur niveau de mise en œuvre et leur
disons, défis ou au niveau pays puissent tous contribuer, en fait, et prendre des mesures qui visent à l'appropriation. Donc, bien sûr, il y a certains pays qui vont aller au-delà dans les 2-3 prochaines années, au-delà et probablement dépasser ces indicateurs. D'autres pays qui vont démarrer ou qui sont moins avancés sur ces questions, pour eux, ces indicateurs sont peut-être plus alignés. Donc voilà. Ce résultat sur l'appropriation, il est aussi, comment dire, sans surprise, à partir du moment où c'est une discussion qui a été initiée depuis déjà un moment et qu'il est fortement attendu, évidemment, que les résultats de la phase 2 permettent de consolider ceux de la phase 1 en termes de, à la fois, génération d'extrants, donc de produits, mais aussi en termes de processus et aussi en termes de capacité et de mandat, je dirais. Donc, c'est vraiment consolider les acquis de la phase 1 et commencer à mettre en place donc les moyens et les conditions qui permettent la continuité de la plateforme au-delà éventuellement de cette deuxième phase de financement et que du coup la plateforme ou les éléments majeurs qui la constituent puissent perdurer au-delà de cette phase deuxième phase de financement. Donc le résultat 4, comme dans la phase 1, s'intéresse principalement au niveau global et donc est principalement de la responsabilité de la cellule d'appui global, donc notre unité. Cependant, considérant en fait les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase et notamment le rôle des partenaires de mise en œuvre, donc notamment UNICEF avec une responsabilité de mise en œuvre sur 5 pays au moins et GIZ dans 3 pays et CATIE donc au Guatemala. Du coup, il est forcément attendu que ces partenaires de mise en œuvre puissent aussi contribuer et permettre de faciliter les contributions des institutions nationales à ce résultat 4. Donc, ce résultat 4 est un résultat au niveau global avec une contribution forte attendue de l'ensemble des partenaires pays. Donc, ce résultat 4, il est spécifiquement focalisé sur la capitalisation et l'apprentissage. Il est formulé comme tel. L'approche globale de la NIPN et les expériences d'apprentissage sont disséminées. C'est assez général. Il y a il est décliné en 4 indicateurs qui vont permettre de mesurer l'atteinte de ce résultat. 2 indicateurs qui sont particulièrement pertinents donc pour le niveau pays et qui permettent de contribuer à l'atteinte de ce résultat, et 2 autres indicateurs qui sont directement de la responsabilité de la cellule d'appui global, donc qui ne vous concernent pas directement. Donc pour ceux auxquels il est attendu qu'il y ait une contribution des plateformes pays, c'est les 2 premiers. Donc le premier qui est formulé ainsi. Donc, il est attendu que l'ensemble des pays partenaires, donc avec l'ensemble des acteurs, pas seulement les partenaires de mise en œuvre, mais aussi les institutions nationales qui mènent les activités. Donc, l'ensemble de ces acteurs fournissent une contribution sur les enseignements et les apprentissages, notamment lors d'un événement annuel sur ce qui a été les leçons tirées et les enseignements tirés. Le deuxième, c'est que les enseignements et les résultats des plateformes soient présentés lors de 3 événements globaux au niveau global, international, en lien avec la nutrition. Et c'est des événements à définir. Ça peut être un rassemblement SUN, ça peut être un sommet comme celui qui a lieu en fin d'année avec le Nutrition for Growth. Donc à définir dans le cadre des 3 ans de mise en œuvre de la seconde phase de financement. Donc voilà pour ces 2 derniers résultats. Donc l'ensemble de ces résultats forment le cadre logique qui sera commun à tous les pays. Et avec ça, c'est la fin, disons, de la présentation théorique de ces résultats. Donc
on a de nouveau à peu près une vingtaine de minutes pour se séparer à nouveau en groupe, continuer la discussion en s'intéressant principalement donc aux retours que vous pouvez avoir, aux commentaires et réflexions que vous pouvez avoir sur les résultats 3 et 4 que je viens de présenter. Donc, dans le temps qui nous reste, l'idée, c'était de faire un retour des différents points de discussion que vous avez pu aborder là dans les groupes. Vas-y. Oui, en termes de notes, on n'a pas pris grand-chose, mais assurément, au moins de restituer, on pourra voilà, restituer ce qu'on a retenu. Ok. Sinon, moi, c'est surtout par rapport aux indicateurs que voilà, j'ai recensé un certain nombre d'éléments qui ont été soulevés ça et là. Ok. Donc, je ne sais pas si ça va pour l'autre groupe. Peut-être si on commence par avoir un retour de la discussion, enfin des échanges qui ont eu lieu entre le Niger et le Guatemala. Moussa, je te donne la parole et on peut nous compléter après. Si tu peux éventuellement faire une petite synthèse des points qui ont été soulevés et échangés dans les 2 temps-là qu'on a eu ensemble. Alors, de manière générale, je retiens que les différents intervenants ont globalement apprécié la pertinence et la qualité des indicateurs, notamment de leur spécificité et leur mesurabilité. De manière globale, ils apparaissent comme des indicateurs qu'on peut mesurer. Bien entendu, selon les cas, il va falloir les adapter. Voilà. Et peut-être faire évoluer les ciblages selon le cas. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui était ressorti des discussions, c'est par rapport à la capitalisation et à l'apprentissage, qui est un aspect largement partagé par les différents intervenants, mais qu'il faille bien organiser de manière à ce que les uns et les autres puissent tirer parti de ce qui se passe aussi dans les autres plateformes. Et puis enfin aussi au niveau global, voilà, que l'action aussi puisse consister à s'inspirer de l'expérience de ceux qui performent pour capitaliser les déterminants de cette performance et puis la mettre au service peut-être des pays qui auraient quelques difficultés ou qui seraient relativement derrière. Donc vraiment de manière résumée, moi c'est ce que je retiens. Les résultats sont cohérents, ils sont dans la droite ligne du cadre logique de la première phase. Ils renforcent la dynamique engagée et puis il va vraiment véritablement dans le sens cette fois-ci de parachever l'établissement de la plateforme dans les différents pays et créer les conditions de son institutionnalisation. Donc voilà vraiment ce que je retiens des discussions qu'on a. On a quelques difficultés de connexion quelquefois, on perd le fil des discussions, mais c'est ce que moi j'ai retenu en tout cas globalement pérenne des échanges intéressants que nous venons d'avoir. Je vous remercie. Merci Moussa. Je peux peut-être compléter avec un autre point qui est sorti sur un des indicateurs pour le résultat 3 sur l'appropriation, qui parle de l'élaboration d'un plan.
et le Guatemala disait que c'était une activité qu'il fallait mener dès la première année, puisqu'il était connu qu'au-delà de cette deuxième phase de financement, il n'y aurait pas forcément les possibilités de continuer. Donc, c'était vraiment un travail qu'il fallait initier dès la façon la plus précoce avec les autorités nationales pour à la fois sécuriser et parler de la question financière, mais aussi et surtout envisager les aspects administratifs, légaux, de mandat pour pouvoir travailler à la continuité et pérennisation de la plateforme au-delà des 3 ans. Donc, il y avait aussi cet aspect-là. Et peut-être, Eduardo, si tu veux bien faire un retour sur les points qui ont été faits sur le rôle de la recherche et du secteur académique, notamment dans le renforcement des capacités et pour leur contribution au résultat 1 sur la gestion des analyses, la production des analyses, les méthodologies, les capacités. Merci. Oui, eh bien, je dirais que comme une partie des stratégies pour la durabilité, eh bien, nous sommes en train de faire une analyse du cadre politique et institutionnel. Et nous voyons que pour l'institutionnalisation des plateformes, outre les analyses des données et l'apport des cercles académiques, nous cherchons une résolution du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour qu'il soutienne administrativement les systèmes d'information municipales et départementales. Et nous voulons aussi, enfin, nous savons que les autorités de gouvernement sont conscientes et sont intéressées à ce que ces plateformes au niveau municipal et départemental fonctionnent pour que ils puissent combler les brèches et les écarts d'attention vis-à-vis de la population qui se trouve en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition. C'est-à-dire qu'ils chercheront ces instruments administratifs pour soutenir tout processus et pour aller vers la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a des accords, mais nous devons générer des processus de consultation au niveau du comité technique de liaison interinstitutionnelle, leur présenter les plateformes, leur fonctionnement, la responsabilité de chacun des ministères par rapport aux données, comment institutionnaliser le cadre institutionnel des plateformes, des 3 étapes, les demandes d'information, les questions, les preneurs de décision, la génération de rapports. Vu qu'il y a différents acteurs à échelle nationale et régionale qui ont différentes réponses, nous envisageons la possibilité de créer un software, un logiciel, pour récupérer les questions de chacun des preneurs de décision depuis les différentes structures, depuis les ministères, les conseils municipaux de sécurité alimentaire, les commissions, afin de canaliser toutes ces questions. Mais voilà, nous pensons à concevoir ce logiciel, en fait, et ainsi nous aurions au moins un cadre conceptuel pour pouvoir lancer ce processus d'identification, de priorisation des questions, des demandes d'information, des besoins d'information. C'est-à-dire qu'il y a différents éléments pour la continuité, la durabilité des plateformes et pour aussi pouvoir rajouter d'autres parties à tout ce processus. Et lors de cette deuxième phase, nous allons coordonner avec l'UNICEF de façon directe. Nous sommes en train de rajouter un territoire avec 22 municipalités et eux, ils ont un projet, alors nous allons les rajouter. Nous avons identifié également d'autres partenaires, d'autres coopérants qui se trouvent dans la partie orientale du pays et au nord aussi. Et voilà, je compte également sur la contribution. Je suis sûre que d'autres viendront se joindre, d'autres coopérants, d'autres acteurs pour la prise de décision. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Une contribution du Guatemala qui est vraiment dans la conception de la deuxième phase, en parallèle de la conception et de l'élaboration, et aussi en train de préparer le terrain pour la durabilité.
Et donc, la recherche de partenariats stratégiques avec d'autres partenaires qui interviennent dans d'autres, au niveau décentralisé, dans d'autres départements et municipalités. Et du coup, en faisant ces partenariats, l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre les plateformes décentralisées dans un maximum de territoires possible et du coup couvrir la plus grande étendue géographique en lien avec la stratégie. Donc ça, c'est important de voir comment le Guatemala est en train de mettre en place ces accords avec les autres partenaires. Et le dernier point qui a été mentionné dans la discussion, et je passe la parole à l'autre groupe, c'était, et ça a été mentionné par le Guatemala, qui a déjà élaboré son projet sur la phase 2 et pendant la phase de consultation qui a en fait eu à consulter un certain nombre de partenaires et ministères, mais a eu notamment des conversations particulières avec le rôle du secteur de la recherche et de l'académie, et notamment, si j'ai bien suivi Eduardo, tu as mentionné le fait que vous avez discuté avec ces acteurs de la recherche et donc des universités afin qu'ils puissent ajuster et aligner avec les besoins en renforcement des capacités sur ces questions de nutrition, d'analyse pour la nutrition. Et du coup, que ça avait débouché sur deux décisions. La première, c'était un peu comment ils formaient et donc ils généraient une capacité à travers les étudiants avec lesquels ils travaillent et d'aligner ces formations avec les besoins en termes d'analyse pour la nutrition. Et le deuxième, si j'ai bien suivi, c'est que ça avait débouché sur l'organisation d'un groupe interuniversitaire qui était en charge de plancher en particulier sur les questions et les besoins en termes d'analyse sur tout ce qui était sécurité alimentaire et nutrition. Donc voilà, je voulais partager ce point-là qui a fait partie des consultations et des résultats des consultations au Guatemala, avec cette volonté de vraiment embarquer le secteur de la recherche et de l'université pour contribuer notamment au résultat 1 et contribuer à la génération d'analyses et d'évidences qui soient pertinentes pour les décisions en matière de nutrition. Donc j'espère que j'ai bien restitué ce qui a été dit. Je pense qu'on a couvert à peu près tous les points qui ont été mentionnés dans le groupe. Donc sur ce, je passe la parole au rapporteur de l'autre groupe qui peut nous faire un retour synthétisé sur ce qui a été, sur ce qui est sorti de l'autre groupe. Donc, il faut te dire que dans le groupe dans lequel il y avait la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali, effectivement, les discussions, les échanges ont été vraiment très intéressants. Donc, les différents pays ont eu à donner, chacun a eu à donner son point de vue par rapport aux différents indicateurs sur lesquels on a eu à faire des échanges. Donc, pour ce qui concerne les trois premiers indicateurs, renforcement, la formulation des recommandations, la continuité et prévision d'une formation ciblée. Et à ce niveau, bon, je pense que les discussions ont tourné sur, effectivement, dans la phase 1, ces différents points ont été abordés dans la mise en œuvre du projet. Mais dans la phase 2, effectivement, pour le cas du Burkina Faso, cette phase 2 ces différents points seront vraiment très importants à discuter ou bien à prendre en compte dans la mise en œuvre de la plateforme. Pour ce qui concerne surtout la formulation, influencer les formulations des politiques, effectivement, je le disais tantôt, au Burkina Faso ici, donc pour chaque rapport d'analyse, il y a des messages clés et des communiqués de presse que nous élaborons qui, lors de la phase suivante, va vraiment nous permettre de toucher les cibles pour ce qui concerne les prises de décision. Donc, par rapport à ce point, je pense que la continuité aussi, il y a des questions qui ressortent après l'analyse des différentes questions que nous avons eu à faire, qui pourront faire l'objet d'analyse lors de la phase 2.
Je pense qu'à ce niveau, ce serait très, très important. Donc, ce que j'ai vraiment retenu, c'est pour le cas du Burkina Faso que j'ai pu retenir. Donc, pour ce qui concerne les autres aspects, le plan de durabilité, à ce niveau, donc, bon, avant le plan de durabilité, il y a aussi concerne la question, partager les leçons apprises, le volet qui concerne la reformulation d'autres questions de recherche au niveau du Mali. M. Djibril avait proposé si ces questions, la formulation de ces questions pouvait vraiment descendre au niveau du communautaire ou bien au niveau déconcentré pour prendre en compte un certain nombre de volets qui puissent vraiment traiter des questions spécifiques qui répondent à un certain nombre de besoins par des différentes parties prenantes. À ce niveau, je pense que donc, les échanges, il y a M. Keïta qui a eu à intervenir, disant que même cette partie, donc les questions qui sont posées au niveau des concentrés peuvent être prises en compte pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Donc, pour ce qui concerne les cadres de concertation, au Burkina Faso disait que au Burkina Faso particulièrement, il y a plusieurs cadres de concertation qui existent. Donc, c'est de veiller à ne pas dupliquer ou bien à multiplier plusieurs cadres, mais voir s'il y a la capacité de renforcer les cadres qui existent pour que, quand on parle des questions de durabilité, pour que même après cette phase de la péninsule, ces cadres puissent vraiment fonctionner d'eux-mêmes. Donc, à ce niveau, je pense que l'idée, c'est de vraiment veiller à ne pas dupliquer des cadres de concertation, mais veiller à ce que ce qui existe fonctionne déjà, fonctionne bien, et aussi après, ces cadres aussi puissent fonctionner comme il se doit pour le bien-être pour améliorer la nutrition dans les différents pays. Donc, pour ce qui concerne l'aspect durabilité aussi, SCA parle pour la durabilité parle de financement. Donc, à ce niveau, bon, les échanges ont eu à révéler que si c'est pour que les différents pays puissent, comment dirais-je, avoir des financements pour le fonctionnement de la péninsule, bon, pour certains, ça peut aller, pour d'autres pays aussi, on pourrait avoir des difficultés dans ce sens. Donc, à ce niveau, donc les efforts restent à fournir pour vraiment assurer cette durabilité, tout concerne l'aspect financier. Bon, pour l'aspect institutionnel, je pense que la plupart des pays, il n'y aura pas de soucis. Bon, au Burkina Faso, il y a l'ancrage qui a été adapté. Je pense qu'à ce niveau, on pourra assurer la durabilité pour ce qui concerne l'aspect politique. Donc, d'autres aspects. Donc, au niveau des indicateurs, bon, il y a eu une question relative aux différents indicateurs qui ressortent ici. Le souci, c'était de voir est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on aurait pu ajouter spécifiquement pour certains pays. Donc, à ce niveau, Julien a dit que bon, pour chaque pays, donc, ce qui est là n'est pas inamovible. Donc, si dans un pays, on trouve qu'un indicateur peut être reformulé autrement ou bien peut être ajouté pour prendre en compte un certain nombre de besoins, je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de souci pour qu'on puisse ajouter ces indicateurs. Donc, oui, juste pour compléter, ce n'est pas de modifier les indicateurs existants. Oui, ça, il n'y a pas de possibilité de modifier les indicateurs, mais de rajouter des indicateurs en plus spécifiques à chaque pays, ça c'est possible. Juste pour clarifier. OK. Donc, à ce niveau... Peut-être pour rajouter... Pardon, peut-être pour rajouter aussi, et c'est l'expérience du Guatemala, ce qui peut être changé, c'est les cibles, donc l'atteinte de cibles en fonction de où vous partez. C'est-à-dire si vous avez votre baseline, donc l'indicateur reste tel qu'il est, puisque toutes les plateformes contribuent à ces indicateurs, mais les cibles peuvent être ajustées au niveau pays et bien sûr des indicateurs plus spécifiques, plus contextuels peuvent être rajoutés, ça c'est pas un souci. Mais c'est un paquet d'indicateurs minimum auquel tous les pays doivent rapporter. Voilà. OK. Donc, c'est ce que j'ai eu à noter. Bon, je pense que Julien, s'il a d'autres éléments à ajouter, ou bien parmi les participants, il y a un qui a des éléments, ou bien il y a eu une omission. Donc, je pense que la parole
peut lui être donné pour ajouter ce qu'il a ajouté. Merci Daniel, c'était assez complet. Peut-être juste un ou deux points. C'était sur, il y a des pays qui parlaient aussi beaucoup de l'amélioration des systèmes d'information sectoriels, qui figuraient pas trop et que c'était encore quelque chose qui était un point stratégique majeur pour la digitalisation, la qualité des données, renforcer tous ces aspects-là. Qui était encore quelque chose de très important pour certains pays. Voilà, ouais, peut-être le challenge, le défi de trouver les financements auprès de gouvernements qui font déjà beaucoup d'efforts et qui ont beaucoup de priorités. Donc, il y a peut-être un défi de pérennité à ce niveau-là. Voilà, je crois que c'était peut-être s'il y a les autres participants qui veulent compléter. Donc, par rapport au système sectoriel, le Niger s'était engagé depuis le début sur ce processus d'appui au système sectoriel et de pouvoir centraliser au sein de notre portail l'ensemble des indicateurs sectoriels. C'est un travail extrêmement fastidieux et qui rencontre énormément de défis structurels des systèmes sectoriels, qu'une PNIN n'a pas vocation à résoudre ou n'a pas les moyens, en tout cas à la fois institutionnels et financiers et même d'expertise pour pouvoir la régler, ces défis structurels, défis de compétences, défis d'organisation de la base de données, défis de rapportage, défis de qualité des indicateurs, etc. Donc, il y a énormément d'aspects structurels qui ne concernent pas uniquement les indicateurs de nutrition du secteur, mais qui concernent l'ensemble des secteurs. Et on n'a pas vu un secteur qui se détache par rapport à d'autres. Peut-être le secteur santé a eu un peu plus d'avantages, mais en réalité, c'est l'ensemble. Nous, on avait sélectionné 5 secteurs, et tous ces secteurs posent en tout cas de gros problèmes et de pérennité et de suivi de ce type d'action dans le temps. Oui, ça reste un élément, une contrainte majeure. C'est pas le cœur des plateformes, le cœur d'activité des plateformes, mais on peut contribuer, comme vous l'avez fait au Niger, de façon ponctuelle ou un peu structurelle. On peut contribuer à lever certaines contraintes, mais c'est clairement un défi qui est au-delà des ambitions de la plateforme et qui donc pour lequel il faut faire avec, et en ayant aussi en tête qu'il y a beaucoup d'autres initiatives et d'autres activités qui essaient de renforcer ces systèmes d'information. Donc, essayer de bénéficier au maximum de ces collaborations et de ces partenariats. Je pense que c'est important. Comme l'a dit Julien, il y a d'autres partenariats et d'autres sources de financement et initiatives dont bénéficient les pays. Donc, de maximiser, capitaliser sur ces autres partenariats. Et il y en a qui sont mis en œuvre dans les pays où il y a la plateforme, donc, tel que le Nice par exemple, ou le projet qui est appuyé par la Banque mondiale, l'IFAD, et la FAO sur le renforcement des systèmes d'information et des capacités pour tout ce qui est lié à l'agriculture avec l'initiative 50 by 30. Donc ça, c'est vraiment important que la plateforme puisse servir justement de plaidoyer et d'espace pour capitaliser et forger des partenariats avec ces autres initiatives et autres sources de financement. Et peut-être garder à l'esprit qu'il y a aussi le sommet sur la nutrition à la fin de l'année, Nutrition for Growth, qui sera aussi une opportunité importante de faire du plaidoyer sur la question des données et des systèmes d'information pour la nutrition et des besoins qu'il y a sur l'ensemble des secteurs sur ces questions.
à la fois auprès des gouvernements, mais aussi faire du plaidoyer auprès des partenaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, réactions. Par rapport au volet recherche, moi je n'ai pas vu parmi les indicateurs quelque chose qui prend en compte cet aspect, en tout cas de manière spécifique. Bon, c'est vrai que la réflexion continue et comme venait de le dire Julien, on pourra rajouter d'autres indicateurs. Assurément, il va falloir, en tout cas de mon point de vue, qu'il y ait des indicateurs qui relatent un peu cet aspect et puis on verra le moment venu au niveau de quels résultats et voilà, au niveau de quel groupe d'indicateurs ils seront appropriés à placer. Donc c'est vraiment, je n'ai pas vu cet aspect, alors que dans la réflexion, c'est quelque chose qui était apparu nécessaire, mais qu'on ne retrouve pas, en tout cas, dans la matière que nous avons examinée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Moussa. C'est correct, ça n'a pas été identifié comme comment dire, dans les indicateurs à part entière, mais qu'on a vu par exemple, et c'est l'expérience que j'ai essayé de rapporter de l'expérience du Guatemala, ça ne vous empêche pas pour le coup d'en faire un axe de réflexion spécifique et de voir en fonction du contexte et des besoins comment cet acteur-là, enfin, ce secteur-là peut contribuer, notamment en termes de renforcement des capacités, et notamment sur la question de la génération d'analyse, mais aussi d'utilisation des évidences. Donc, ça n'apparaît pas comme un indicateur à part entière, mais il est tout à fait possible, si vous le jugez pertinent pour comment dire, renforcer, appuyer cette discussion au niveau national, d'en faire un indicateur, de développer un indicateur à part entière. Si vous me permettez, Perrine. Alors pour clarifier un aspect, lorsque nous on aborde le sujet du renfort des capacités pour l'analyse de données, dans la réunion que nous avons tenue avec l'Académie EOS, ils ont vu l'importance d'aligner ou d'ajuster les lignes de recherche sur les stratégies nationales pour la prévention de la malnutrition. Donc, ce réseau interuniversitaire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle leur permettrait de créer un débat et des discussions sur l'état et sur la situation de la nutrition dans le pays. Par exemple, ajuster les lignes de recherche pour montrer davantage d'évidence ou tout simplement inviter les étudiants pour faire des analyses de données par le biais de recherche avec les données qui sont générées et qui sont disponibles dans les plateformes à l'échelle municipale et départementale. On n'a pas créé un nouvel indicateur. C'est la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a inclus le monde académique dans la création de données. Je crois que les activités qui pourraient s'encadrer dans cet indicateur, c'est-à-dire dans la conception du projet, nous avons le soutien de la recherche d'étudiants qui s'intéressent aux différentes écoles de nutrition existantes au Guatemala dans les différentes universités, et ce, afin de renforcer les capacités d'analyse et créer plus d'évidence qui soit liée à la situation de la malnutrition à l'échelle municipale et départementale. Je ne sais pas si cela peut contribuer un peu pour clarifier le contexte et mon commentaire antérieur. Voilà, merci. Merci. Je pense qu'en effet, c'est utile comme clarification, contribution pour les autres pays qui, eux, vont commencer la formulation projet. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires?
Oui, Perrine, j'ai un commentaire. Je suis désolé, je viens juste de terminer notre réunion et de vous joindre. Peut-être que ça a peu d'importance, ma question. C'est sur les fonctions de C4N Global Support. J'ai vu que dans les deux camemberts, l'appui au pays et au développement des capacités a été réduit de 2/3 au profit de la documentation et du renforcement de votre position au niveau global. Personnellement, d'un point de vue terrain, je ne suis pas sûr que c'est... je ne sais pas quelles sont les logiques qui sous-tendent, surtout qu'il y aura de nouveaux pays, et même les anciens pays, certainement, il y aura peut-être des renouvellements d'équipes, et il y aura de nouveaux objectifs et de nouveaux défis qui demanderaient de l'assistance et des renforcements des capacités. Donc, je suis assez inquiet par rapport à cette évolution, si elle est définitive. Merci Mohamed. Je ne sais pas si je peux répondre à tes inquiétudes, mais peut-être expliquer un peu la logique derrière. Et peut-être pour l'ensemble des participants, Mohamed fait référence à une diapositive qui a été présentée pendant le rassemblement général sur les fonctions de C4N et de l'équipe d'appui global. Donc, avec on maintient les 5 fonctions et rôles comme on a toujours eu au niveau de l'appui global, mais ces fonctions changent un peu, disons, en nature et disons oui, le poids qu'ils ont par rapport à l'ensemble de l'appui qu'on fournit. Et c'est vrai qu'il est envisagé sur cette deuxième phase qu'il y ait un investissement plus large de la part de l'équipe d'appui global sur les questions d'apprentissage, de capitalisation et de retour d'expérience, parce que c'est vraiment un besoin fort qui a pas été, qui demande d'être complété sur la phase 1, de capitaliser sur la phase 1 et de continuer à capitaliser sur la phase 2. On commence à capitaliser sur ce qui a été fait. Il y a un besoin de disséminer beaucoup plus largement et à la communauté des partenaires et des autres initiatives de façon beaucoup plus large et proactive. Donc, c'est aussi ça qui explique un peu ces changements. La question des partenariats aussi et des partenariats stratégiques est très important quand on va rentrer dans cette deuxième phase. Il y a toujours un besoin d'appui pays. Il y a effectivement toujours un besoin en termes de renforcement des capacités. Mais avec la deuxième phase, disons, de financement, les modalités de mise en œuvre ont un peu changé, notamment avec le fait que les financements passent par des partenaires de mise en œuvre tels que l'UNICEF et la GIZ. Et dans ce cadre-là, il y a une complémentarité qui devrait s'établir entre l'appui global fourni par C4N, mais aussi l'appui que peut fournir une agence comme UNICEF ou une agence comme GIZ. Et en prenant, disons, une responsabilité au niveau de la mise en œuvre sur plusieurs pays, il est aussi attendu que ces partenaires de mise en œuvre contribuent à bien sûr, fortement au suivi pays et au renforcement des capacités. Donc, c'est aussi ce qui explique, disons, un peu cette transition. Indépendamment de ça, je dirais, peut-être la nature de l'accompagnement change un peu. Il reste il y a toujours des besoins, notamment en termes de renforcement des capacités. Mais comme dans la première phase, en fait, ces renforcements des capacités au niveau global
vont se centrer sur ce qui est, disons, commun à l'ensemble des pays et ce qui est, disons, plus contextuel et dépendant de la mise en œuvre au jour le jour reste de la responsabilité à la fois de l'assistance technique au niveau national et des partenaires de mise en œuvre qui gèrent les budgets. Donc, ça répond peut-être pas forcément à tes questions. En tout cas, c'est voilà, c'est ça. Disons que ça fait, il y a une logique derrière cette transition, même si ça reste des fonctions qui sont pertinentes pour l'appui global. Je ne sais pas si d'autres collègues veulent intervenir ou s'il y a d'autres réactions des équipes pays sur ce sujet ou un autre sujet. Il nous reste, je pense, 5 minutes. On est un peu en retard, on a une dizaine de minutes de retard. On a commencé en retard, donc il reste à peu près 5 minutes, disons, pour clore ce séminaire et cet échange sur le cadre commun des résultats pour la deuxième phase. Donc, si vous avez des derniers commentaires ou réactions. Peut-être, Perrine, sur le processus de mise en place de la phase 2, la phase 2, lorsqu'on a eu un séminaire, je crois que avec l'ensemble des pays incluant l'Éthiopie, on avait parlé de transition entre la phase 1 et la phase 2. Ah oui. Voilà. Pour des pays qui auront certainement une rupture et qui pourraient être préjudiciables au démarrage de la phase 2. Par exemple, au Niger, si on rend en mars et que le projet démarre en septembre, tous les acquis en infrastructure et tout ça pourrait être compromis parce que l'institution a besoin de ses locaux, elle a besoin de ses cadres, elle a besoin... tout cela pourrait être... pour remettre tout ça en place après, ça poserait des problèmes. Et donc, l'idée, c'est de... Si à votre niveau, il y a eu ce type de discussion, peut-être que ce n'est pas tous les pays qui ont ce problème, parce que j'ai compris que l'Éthiopie va rééchelonner ses ressources pour couvrir l'ensemble de sa transition, pour leur permettre de connecter les deux phases sans rupture. Oui. Merci Mohamed de soulever ce point. Je pense que ce point reste assez commun à l'ensemble des pays. Enfin, la question de la transition et du passage de relais entre les deux phases de mise en œuvre de projet, elle se pose peut-être dans des termes différents selon les pays. Et il peut y avoir à la fois des questions de rupture et de gap. Et dans d'autres pays, peut-être inversement, il y a des questions d'overlap et de duplication s'il n'y a pas une bonne coordination des acteurs et une synchronisation, disons, de la clôture du projet précédent en lien avec le démarrage du projet suivant. C'est une question qui est ressortie de façon assez forte là, depuis notre dernier webinaire, justement. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait remonter au niveau du bailleur de l'Union européenne. Donc, il y a, on a tiré la sonnette d'alarme sur cette question. Il y a une réflexion en cours, au moins pour faire un état des lieux sur justement l'ensemble des pays et en fait les risques propres à chaque pays, puisque comme j'ai dit, il y a des pays où il y a plus des risques d'overlap et de duplication et d'autres où il y a peut-être plus un risque d'interruption et notamment sur ce qui est de l'assistance technique.
Donc, on a fait remonter ça. On est en train de voir avec le bailleur déjà de faire un inventaire des situations pays. C'est possiblement quelque chose qu'on pourra mettre à l'agenda des prochaines réunions, puisqu'on a maintenant des réunions de coordination avec le partenaire UNICEF, le partenaire GIZ et CATIE pour le Guatemala sur la question de l'élaboration de la phase 2. Donc, on espère que c'est quelque chose qu'on pourra mettre à l'ordre du jour dans les prochaines réunions. Cela dit, on a moins de pouvoir, la capacité de l'appui global d'influencer est plus réduite ou est différente que dans la première phase, puisque l'ensemble des consultations vont se passer au niveau national et vont être menées par les acteurs de mise en œuvre, donc l'UNICEF et la GIZ. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il est important de faire remonter au niveau pays, notamment à l'Union européenne, et voir si au niveau pays, il y a aussi pouvoir mettre en lien au niveau pays aussi les partenaires et les bailleurs de la phase 1 avec ceux qui sont responsables pour la phase 2, afin qu'au maximum, il puisse y avoir, disons, des discussions et des échanges pour minimiser les risques de transition entre la phase 1 et la phase 2. Donc, ça reste un effort, disons, on va dire, commun, où voilà, on a fait remonter le problème. C'est quelque chose qu'on va suivre avec l'Union européenne et les partenaires de mise en œuvre, mais c'est important de la même façon que ces liens et cette sonnette d'alarme soient faits aussi au niveau pays avec les partenaires au niveau pays. Sachant qu'au niveau d'UNICEF, peut-être c'est moins une question pour vous, au niveau d'UNICEF, les partenaires, nos interlocuteurs pour l'instant sont les acteurs, enfin les acteurs régionaux de la nutrition. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait aussi une chaîne de communication entre UNICEF régional et UNICEF pays. Ça, c'est aussi très important pour pouvoir s'assurer qu'il y a une coordination sur ce qui est discuté et envisagé sur la phase 2. Je ne sais pas si les collègues veulent rajouter des points ou s'il y a des réactions d'autres pays. Le Guatemala vient de clore en fait son projet. Donc, ils ont clos le projet en juillet. Ils sont dans cette situation justement d'attendre la signature du nouveau projet qui, on l'espère, va démarrer en septembre. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, questions. C'est bien d'utiliser si possible, selon les relations et les dynamiques au niveau pays, mais d'utiliser les leviers de l'Union européenne pour s'assurer que ces risques-là sont minimisés et qu'il y a vraiment un dialogue avec les nouveaux partenaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, questions. Si les collègues veulent rajouter quelque chose. S'il n'y a pas d'autres réactions, questions, peut-être je vais juste passer la parole comme c'est déjà presque 6h20. Donc là, on a 5 minutes de retard. Passer la parole à Julien pour 5 minutes de conclusion finale et pour clôturer la discussion. Merci. On a pas mal dépassé, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Juste un petit point qui est revenu, qu'on n'a pas complètement répondu, c'est de savoir si les cibles à atteindre, c'est des cibles annuelles sur tous les ans ou si c'est sur la totalité. Donc ça, c'est des points à préciser. Juste le dernier point, le dernier peut-être message, c'est de dire que ça, c'est le cadre commun. Donc, c'est ce qui va relier un petit peu tous les pays. C'est un peu vers ce quoi tout le monde va tendre. Après, à vous c'est une base commune, mais ce n'est pas la totalité du NIPIN. À vous
d'adapter ça, de compléter, d'ajouter ce que vous voulez faire. Vous avez des résultats à atteindre, à vous de trouver les moyens qui correspondent le mieux par rapport à votre contexte pour atteindre ces résultats-là et trouver les activités qui vous conviennent le mieux. Si vous avez beaucoup d'activités à faire sur un indicateur et moins sur un autre, vous pouvez jouer là-dessus pour vraiment ajuster au mieux par rapport à vos besoins. Et l'autre point, ce n'est pas seulement sur les indicateurs, c'est sur les partenariats. On en a parlé. Là, on a des indicateurs, on a des résultats. Avec qui vous collaborez, quelles institutions vous allez travailler, avec quel comité consultatif, etc. Ça, ce sont des choses que vous pouvez voir et revisiter totalement pour la phase 2, de façon à ce qu'il n'y ait aucune duplication et ce que vous impliquiez tous les partenariats stratégiques qui seront importants pour la phase 2, donc que ce soit des partenariats au niveau des régions, au niveau des districts, au niveau de la recherche, revoir la collaboration que vous avez au niveau des institutions. Ça, c'est des choses qui peuvent être revues et revisitées et réadaptées pour avoir la phase 2 la plus adaptée et la plus efficace possible par rapport à vos besoins. Voilà, j'arrêterai là vu le temps qu'on a déjà pris. Du coup, un grand merci. En guise de conclusion, un grand merci à l'ensemble des équipes et des participants, comme d'habitude, pour vos contributions, les échanges. Merci encore pour la disponibilité sur ce webinaire et les échanges, et en espérant que la présentation vous permette maintenant donc tous d'être au même niveau d'information sur ce qui est attendu en termes de résultats sur la phase 2, la façon dont ces résultats vont être mesurés, et du coup que ce soit pour vous un outil pour aborder les consultations sur la phase d'élaboration du projet de façon plus équipée et plus équipée pour rentrer dans ces discussions avec les partenaires. Voilà, donc on espère que ça a été utile et que ça va vous aider sur ces phases de consultation. On reste à disposition s'il y a des questions. On partagera comme d'habitude les notes du webinaire, et les enregistrements seront disponibles sur le site web si vous voulez les réécouter. Et on vous demande juste encore quelques secondes, minutes de temps, mais c'est très rapide, pour remplir une évaluation. Mélissa vient de poser, je pense, vient de partager le lien de l'évaluation là dans le chat box. C'est très, très rapide, ça prend 1 minute maximum. Donc, si vous pouvez juste faire ça avant de raccrocher et de vaquer à vos occupations ou terminer la journée. Merci encore, merci beaucoup, et bonne continuation.